Allez, nous marquons une pause dans notre balade des Baux-de-Provence. Vous voyez ce paysage magnifique derrière moi. Eh bien, nous allons un petit peu plus loin, derrière la colline. Rubrique évasion, nous partons visiter l'abbaye de Montmajour. Retour tout à l'heure pour visiter le village des Baux-de-Provence. Montmajour. Bénédictine à sa création, elle fut érigée au sommet d'un rocher entouré de marais à proximité d'Arles. Les 4 kilomètres de marécage qui séparent l'île de l'ancienne capitale des Gaules seront asséchés en 1642 par l'ingénieur hollandais Van Hens. Cette initiative facilitera l'accès du lieu pour le commerce. L'origine de son histoire remonte à la donation en 950 d'un petit morceau de terre au nord-est d'Arles, à des ermites, par une aristocrate du nom de Teusende. Dès lors, ils créèrent à sa demande une communauté religieuse sous le patronage de Saint-Pierre. Très vite, de nombreuses donations afflueront à l'abbaye. Au XIe siècle, son rayonnement religieux s'élargira bien au-delà des frontières du département. Son territoire va s'étendre de Grenoble à Isère jusqu'à Ventimille, donc une abbaye très riche. En plus, au XIe siècle, ils vont créer un pèlerinage qu'on va appeler le Pardon de Montmajour, pèlerinage qui va avoir lieu le 3 mai de chaque année. Un pèlerinage qui drainera jusqu'à 150 000 pèlerins venant par le Rhône jusqu'à Arles durant le Moyen-Âge. Vers 1100, 112 églises et prieurés dépendront d'elle en Provence. Si le pardon de Montmajour connaît un franc succès, le train de vie que mène l'abbé, digne d'un grand seigneur, déplaît et écarte les aumônes des fidèles. Toutes ces richesses et ce savoir-faire d'antan, Rémy souhaite les communiquer à qui veut l'entendre. Pour lui, un site historique, quel qu'il soit, doit se visiter avec la soif, celle d'apprendre pour nourrir notre faculté d'émerveillement. Et pour ne pas passer à côté de ces trésors, il conseille un guide. Moi, je conseille aux visiteurs, quand ils viennent pour la première fois à l'abbaye, surtout si ce n'est pas un érudit, c'est d'être accompagné d'un agent qui va lui faire découvrir ce lieu, parce que souvent ces abbayes ce sont des lieux vides, il ne reste plus que les murs, et les murs c'est les agents qui vont les faire parler. On l'invite à découvrir, à communier avec le lieu. Souvent le visiteur qui est seul va passer très vite, va faire quelques photos, s'en va et sera déçu. En étant accompagné, eh bien, on peut lui faire passer nos émotions, parce que c'est vrai que c'est des lieux qu'on aime, c'est des lieux qu'on veut faire découvrir et qu'on veut faire aimer au public. L'abbaye de Montmajour ne brille plus de ses fastes d'antan. Imposante par sa superficie, ses murs vibrent encore de leur histoire. À l'aube d'une nouvelle décennie, ils n'attendent plus qu'une chose, l'instant où vous foulerez le seuil d'entrée pour vous inviter à revivre le passé, bien loin des manuels scolaires. Toujours en visite à la Cité des Baux, nous prenons maintenant la direction du site Les Carrières de Lumière pour une escapade culturelle et magique ouverte à tous. Les projections d'images diffusées chaque année dans les carrières du Val d'Enfer ont été rebaptisées Carrières de Lumière. Au cœur des Alpilles, ces monumentales carrières de lumière accueillent des spectacles multimédia uniques au monde. Nous vous proposons de découvrir en exclusivité pour Territoire sur TV Sud les premières images du spectacle Gauguin Van Gogh, les peintres de la couleur, produit par Culture Espace et créé par Gianfranco Lanuzzi avec Renato Gatto et Massimiliano Siccardi. L'objectif de ce spectacle est de montrer les liens unissant Paul Gauguin et Vincent Van Gogh et d'analyser ainsi leur façon très différente d'employer la couleur. Les 7 séquences de ce spectacle transportent en musique le visiteur dans le monde coloré des deux peintres et invitent à la rêverie.
Vous déambulerez dans un univers d'images ou de tableaux qui prendront vie sous vos yeux. Rencontre avec l'un des réalisateurs, Gianfranco Lanuzzi. Maintenant, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans les carrières. C'est un peu mon atelier privilégié. J'ai une grande chance de pouvoir avoir un atelier de 4000 mètres carrés de surface de projection. Donc, effectivement, mes installations ils sont aussi ailleurs. Mais il y a un attachement vraiment affectif, je dirais, avec ces lieux, parce que j'ai démarré au début un peu de cette carrière, si on peut parler de carrière de réalisateur, dans ces lieux-là. Et je suis toujours resté un peu attaché à ça. C'est le cœur qui parle. Bien sûr. Donc la carrière évolue, les techniques évoluent, tout change, mais voilà, ça change. Le lieu reste ce qui donne le plus, parce qu'il est tellement fort qu'on ne peut pas se permettre de projeter ce que nous on veut. Il faut que lui, il accepte ce que nous on veut faire. Et à chaque fois, c'est une surprise. Et ça, c'est ce que j'adore. Qu'à chaque fois, la surprise de voir comme le lieu va restituer notre travail. Et le public va s'approprier justement de ce résultat, que c'est la médiation entre notre travail, entre notre création et les lieux qui va réfléchir et répondre à sa façon. Et le transformer. Je dirais qu'un personnage lui-même, parce qu'en quelque sorte, il le transforme. Il le transforme et au niveau de l'espace et des perspectives des piliers, des profondeurs, tout ça, mais aussi au niveau de la surface, de la granulosité, de la paroi, de la couleur de la paroi. Donc effectivement, en fonction de le public où il va se trouver dans l'espace, il verra une chose, mais s'il trouve un autre endroit, il verra une autre chose. Et donc c'est à chaque fois, même pour nous, c'est une découverte. Le spectateur se retrouve totalement immergé dans l'image projetée sur toutes les surfaces de la pierre. Le sol est intégralement recouvert et devient un immense tapis d'images. Chaque espace des carrières invite ainsi le visiteur à un voyage sonore et visuel hors du commun grâce à un équipement et des procédés à la pointe de la technologie. Nous sommes avec Sébastien Chapuis, directeur technique sur le site des Carrières de Lumière. Vous êtes en dernier, c'est le dernier, oui, on est en la face, dernière ligne droite avant le bouclage. Oui, tout à fait. On est dans les réglages fins maintenant, et donc on espère pouvoir présenter quelque chose dès la fin de la semaine. Là. Quels ont été les gros soucis, si on peut dire, que vous avez rencontrés pour l'élaboration de ce spectacle ? On a rencontré quelques soucis techniques, mais bon, rien d'inhabituel sur le positionnement des projets. On avait des problèmes d'ombre parce qu'il y a énormément de projecteurs un petit peu de partout dans tous les coins. Donc la grosse difficulté, ça a été d'éviter que les projecteurs se projettent les uns sur les autres afin de ne pas avoir des ombres portées sur les écrans. Ouais. Ces projecteurs qui ont été mis au plafond. Hein. Oui, tout à fait. Avant, ils n'étaient pas au plafond. Là, on a fait ce choix de manière à ne pas avoir des chemins de câbles qui passent au milieu, comme c'était le cas auparavant. Donc les spectateurs peuvent déambuler tranquillement sans se... Tout à fait. Et bon, ça permet d'avoir la totalité de l'image sans avoir de parasites au milieu de l'écran. Alors les projecteurs, pour projeter une image de cette hauteur sur des murs finalement avec aussi des formes, ça doit être assez compliqué à gérer tout ça d'avoir... Alors, ça peut paraître compliqué, mais ça l'est pas tant que ça. Il faut savoir que là, actuellement, il y a 70 vidéoprojecteurs. Avant, il n'y en avait que 40. Tout est câblé en fibre optique et derrière chaque projecteur, il y a un serveur informatique. Et c'est lui qui va se charger de restituer l'image au vidéoprojecteur. D'accord, donc chaque projecteur a sa partie à projeter, donc j'imagine là on a un mur, tout à fait. etc. Et c'est pour ça que ça se répond aussi bien en fait. Voilà, et après on a un logiciel de montage qui s'appelle WatchOut et qui permet d'assembler tout ça informatiquement. Une fois que cet encodage est terminé, ce post-production va transférer tous les médias vers les serveurs qui, eux, se chargent d'envoyer les images en bonne et due forme à chaque projecteur. Alors là, on a des images fixes, mais après, on a des images en mouvement qui vont défiler tout au long du spectacle. Vous serez prêt pour le jour J ? Oui, on sera prêt. Donc, ça, c'est une certitude. L'ouverture, c'est le 30 mars ? C'est le 30 mars, tout à fait, mais on sera prêt avant.
En sus des nombreux projecteurs, c'est un son spatialisé qui vous fera entrer de plein pied dans ce spectacle. Cette nouvelle programmation culturelle, centrée sur l'histoire de l'art, proposera chaque année un grand spectacle inédit présentant les plus grands noms de l'histoire de l'art. Une nouvelle mise en lumière des carrières faisant ressortir le caractère unique et insolite du lieu sera également proposée entre chaque spectacle afin que les visiteurs puissent admirer la beauté minérale des carrières. De nombreuses animations seront également proposées tout au long de l'année au jeune public. Alors nous voici avec Catherine cette fois-ci. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler du lieu sur lequel on se trouve parce qu'on a vu les carrières de lumière. Vous êtes chargé. Vous avez vu l'intérieur des carrières. Voilà. Et là nous sommes à l'extérieur parce que d'autres sites et d'autres projets sont en cours évidemment ici. Le visiteur, une fois qu'il aura découvert le spectacle à l'intérieur de la carrière, donc dans la salle Dante, va se retrouver dans cet immense espace, alors qui se divise en 3 parties. La salle Van Gogh, ici l'espace Picasso et la salle Cocteau. Ces espaces seront cette année ouverts au public. Ce sont des lieux qui sont appelés à changer, notamment l'espace Van Gogh, comme je vous l'expliquais, qui sera fermé en 2013. Pour accueillir un salon de thé et une salle de réception. D'autres animations sont proposées, les ateliers pour enfants. Nous mettons en place des ateliers pédagogiques qui proposent un travail sur les œuvres de Gauguin et Van Gogh. Donc nous allons recevoir beaucoup d'écoles, des maternelles, des primaires, collèges, dans un espace réservé à ces classes, donc une capacité de 30 élèves pour travailler avec des artistes chaque jour. Il y a 3 thématiques qui sont proposées. Peindre à la manière d'eux, un atelier également dédié au découpage, au collage de fleurs, et puis un autre sur la destination des 2 peintres aussi. On demandera aux enfants de créer des œuvres sur les destinations préférées de Van Gogh ou de Gauguin. Donc ça pour l'un le sud de la France et pour l'autre les îles. La thématique du spectacle, évidemment, les peintres de la couleur. Tout à fait, tout à fait. Et ces ateliers, vous retrouverez ces ateliers chaque année et les ateliers s'adapteront évidemment à la thématique du spectacle. Le spectacle Gauguin-Van Gogh, les peintres de la couleur, débutera le 30 mars prochain. Nous arrivons au terme de ce territoire, ici dans l'un des plus beaux villages de France, les Baux de Provence. C'est avec regret que nous allons quitter ce magnifique site. Vous pouvez bien sûr revoir l'émission sur le site www.tvsud.fr, rubrique Territoire. Je remercie tous les intervenants qui ont participé durant cette émission et notamment Claire Novy pour son aide précieuse tout au long de notre parcours. Merci à Frédéric Siller qui a signé les images. Merci à tous. On se retrouve pour de nouvelles aventures dès la semaine prochaine. Rendez-vous vendredi à 20h45 pour une nouvelle aventure. Bon week-end, bonne semaine. Ciao, bye.